Voici la vérité que personne en costume ne veut que vous entendiez. L'Américain moyen est à exactement 3 livraisons de courses manquées du véritable désespoir. 3 jours sans eau courante et les gens commencent à prendre des décisions sur lesquelles ils ne peuvent plus revenir. 3 semaines sans réseau électrique et tout ce que votre arrière-arrière-grand-mère savait à l'âge de 12 ans devient la connaissance la plus précieuse sur Terre. Les pionniers n'avaient pas de plan de secours. Ils n'avaient pas de ligne d'assistance de la FEMA, ni de fenêtre de livraison en 2 jours. Ce qu'ils avaient, c'était des habitudes de vie ou de mort spécifiques et reproductibles, inculquées à chaque homme, femme et enfant dès l'instant où ils étaient en âge de tenir un outil. C'étaient des habitudes qui transformaient des terres hostiles en fermes prospères, qui permettaient de nourrir les familles pendant les blizzards et les sécheresses, et qui créaient quelque chose à partir de rien, avec une constance que les gens modernes ne peuvent imaginer. La FEMA recommande 3 jours de provisions d'urgence. Les pionniers auraient ri aux larmes, car ce qui les maintenait en vie n'était pas un stock. C'était un ensemble de compétences si profondément ancrées qu'ils ne les considéraient même pas comme de la survie. C'était juste un mardi ordinaire. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas de la nostalgie. C'est une police d'assurance vie qui ne vous coûte rien d'autre que de l'attention. Faisons le compte à rebours des 20 habitudes de pionniers qui vous sauveraient la vie si la société s'effondrait demain. Top 20. Lire le ciel comme un journal. Les familles de pionniers ne consultaient pas d'application météo. Elles observaient les formations nuageuses de la même manière que vous faites défiler les gros titres, constamment et méthodiquement, en tirant des conclusions qui faisaient la différence entre une récolte sauvée et une récolte ruinée. Un halo autour de la Lune signifiait de la pluie dans les 24 heures. Un ciel rouge le matin poussait les pères à aller sécuriser la grange, avant même la fin du petit déjeuner. Les queues de juments, ces nuages hauts et effilochés qui zèbrent un ciel bleu, indiquaient aux yeux expérimentés qu'un front orageux arriverait dans les 2 jours. Ce n'était pas du folklore, c'était de l'observation météorologique condensée, transmise à travers des générations de personnes dont les cultures, le bétail et la vie dépendaient de prévisions précises. Les gestionnaires d'urgence modernes qui travaillent dans des zones sinistrées vous diront la même chose. Lorsque les communications sont coupées, les personnes qui savent lire les changements de pression atmosphérique à travers le comportement des nuages et les changements de vent sont celles qui prennent les décisions qui sauvent des groupes. Cette habitude n'est pas difficile à acquérir. Il suffit de 3 minutes chaque matin pour sortir, lever les yeux et faire une prévision consciente. Notez-la et vérifiez-la par rapport à ce qui se passe réellement. En moins de 6 mois, votre précision sera surprenante. Top 19. Maintenir un feu en vie, pas seulement l'allumer. Chaque enfant élevé dans un foyer de pionniers comprenait l'entretien du feu avant de comprendre la division posée. La tâche matinale n'était pas d'allumer un feu, c'était de raviver les braises qui avaient été recouvertes la veille au soir. Des braises de bois dur bien tassées sous une couche de cendre pouvaient conserver la chaleur pendant 12 heures ou plus. Une femme pionnière, se levant avant l'aube, trouvait ces braises avec un tisonnier, les ravivait avec son souffle et de l'amadou sec, et préparait d'un feu de cuisson avant que la maisonnée ne se réveille. Cela compte plus que l'allumage du feu dans un scénario d'effondrement. N'importe qui, avec suffisamment de matériaux secs et de friction ou un briquet, peut allumer un feu une fois. Ce qui épuise les gens dans de véritables situations de survie, c'est la consommation constante de combustible d'un feu qui s'éteint chaque nuit. Maintenir une flamme continue et gérée avec un minimum de bois est une compétence qui nécessite de comprendre comment fonctionnent les braises, comment construire un feu pour la longévité, plutôt que pour le spectacle, et comment lire la couleur et le comportement des braises. Orange vif signifie qu'il est encore en vie.
Gris et froid signifie qu'il faut recommencer. Les pionniers apprenaient cela à l'âge de 5 ans. Top 18. SL. Fumée et air froid circulant. C'était le réfrigérateur des pionniers, et il conservait la viande en toute sécurité pendant des mois, sans électricité ni plastique. Le salage à sec de la viande était une connaissance domestique courante. On frottait soigneusement les morceaux avec un mélange de sel, parfois de sucre, et occasionnellement de poivre noir concassé. On les tassait dans des tonneaux ou des pots en grès, et on laissait le sel extraire l'humidité pendant des jours. Cette humidité extraite, le liquide s'accumulant dans le pot, était appelée la saumure, et elle servait de liquide de conservation supplémentaire. Le fumage ajoutait une autre couche, un véritable fumoir, même rudimentaire construit à partir de planches de récupération, fumait à froid les jambons et le bacon salé pendant des jours, sur des copeaux de noyer ou de pommiers. La fumée déposait des composés antimicrobiens dans la viande qui prolongeaient sa durée de conservation bien au-delà de ce que le sel seul pouvait accomplir. Les familles qui salaient et fumaient leur porc le mangeaient 18 mois plus tard, sans aucun effet néfaste. Dans un scénario de panne de réseau, un seul porc correctement transformé et conservé de cette manière pourrait nourrir une famille tout au long de l'hiver. L'habitude à prendre dès maintenant est d'apprendre à le faire avant d'en avoir besoin, car la technique nécessite de la pratique pour être exécutée en toute sécurité. Top 17. Savoir exactement. D'où vient l'eau et où elle va. Les colons pionniers ne choisissaient pas l'emplacement de leur ferme à la légère. La première question concernait toujours l'eau. Y a-t-il une source? Le ruisseau coule-t-il toute l'année ou s'assèche-t-il en août? L'emplacement du puits est-il en amont des latrines? Cette dernière erreur a coûté la vie à des familles entières lorsqu'elles se trompaient. Les maladies d'origine hydrique étaient la principale cause de mortalité à la frontière. Le choléra, la typhoïde et la dysenterie balayaient les colonies lorsque les gens contaminaient leur approvisionnement en eau. La contamination provenait presque toujours de déchets situés trop près de la source d'eau. Les pionniers qui ont survécu ont appris à placer les puits en amont et au vent des latrines, à une distance d'au moins 30 mètres. Ils construisaient des abris sur source, de petites structures en pierre au-dessus des sources naturelles, qui gardaient l'eau froide et à l'abri de la prolifération des algues. Ils faisaient bouillir l'eau pour la boire au moindre doute. L'habitude à prendre dès maintenant est une simple conscience de la situation. Sachez d'où vient votre eau. Sachez ce qui se trouve en amont. Sachez comment purifier l'eau en la faisant bouillir. Et sachez qu'une ébullition à gros bouillon pendant 1 minute entière tue pratiquement tous les agents pathogènes susceptibles de vous nuire. Top 16. La mise en conserve et le stockage en cave à légumes de tout ce qui est de saison. L'abondance estivale ne signifiait rien pour une famille de pionniers si elle n'était pas conservée. La mise en conserve n'était pas un passe-temps, c'était une obligation de survie. Des premières fraises de juin aux dernières courges d'hiver d'octobre, les femmes pionnières transformaient la nourriture dans une chaîne presque ininterrompue. Les haricots verts allaient dans des bocaux, les tomates étaient mises en conserve entière, et le maïs était blanchi et emballé. Les fruits devenaient des confitures qui adoucissaient une table de janvier autrement sinistre. La cave à légumes était tout aussi essentielle. Une cave à légumes correctement construite, creusée dans une colline orientée au nord, avec une ventilation pour maintenir la température entre 32 degrés et 40 degrés Fahrenheit, pouvait conserver des pommes de terre, des carottes, des navets, des betteraves, des choux et des pommes frais pendant 6 mois sans une seule calorie d'électricité. L'humidité était maintenue en stockant les légumes avec du sable humide. Le froid était préservé du réchauffement par la masse thermique de la Terre elle-même. Cette habitude ne nécessite presque aucune infrastructure de réseau pour être pratiquée.
Vous pouvez construire une cave à légumes fonctionnelle ce week-end avec une pelle, du bois et une colline. Vous pouvez commencer la mise en conserve au bain-marie d'aliments très acides avec une marmite assez grande pour immerger vos bocaux. Les connaissances sont disponibles et la raison de prendre cette habitude dès maintenant est que la technique de mise en conserve nécessite un temps d'apprentissage. Top 15. La fonte et la conservation de la graisse animale. Avant la graisse végétale, avant les aérosols de cuisson, et avant que chaque rayon de supermarché en Amérique ne se remplisse d'huile de graines que les pionniers n'auraient pas reconnues comme de la nourriture, il y avait le saindoux, le suif et la graisse d'ours quand un chasseur avait de la chance. Les cuisines des pionniers gardaient des pots en céramique de graisse fondue sur une étagère, de la même manière que les cuisines modernes gardent de l'huile d'olive sur un plan de travail. C'était la matière grasse pour la cuisson, la graisse pour la pâtisserie, le combustible pour les lampes, le conditionneur pour le bois, l'imperméabilisant pour le cuir et la pommade pour les blessures, tout cela dans un seul récipient. Faire fondre de la graisse est simple. Vous coupez les tissus adipeux en petits morceaux, vous les faites fondre lentement à feu doux, vous filtrez les solides et vous versez la graisse liquide dans des récipients hermétiques où elle se solidifie. Un saindoux correctement fondu et conservé dans un endroit frais et sombre se garde 1 an sans réfrigération. Le suif, issu de la fonte de la graisse de bœuf ou de mouton, se conserve encore plus longtemps et brûle assez proprement dans une simple lampe à mèche pour fournir une lumière utile. Une famille qui sait comment faire fondre et conserver la graisse animale dispose d'une matière grasse pour cuisiner, d'une source de lumière et d'un protecteur cutané topique à partir d'un seul animal de ferme. Les pionniers ne gaspillaient rien, et la graisse comptait parmi les substances les plus précieuses de la ferme. Top 14. Prendre et suivre un cap de base à la boussole. Le nombre de personnes qui croient pouvoir s'orienter sans leur téléphone, mais qui en sont en réalité incapables, est stupéfiant. Lorsque le réseau tombe en panne, que les antennes relais s'éteignent et que la puce GPS dans votre poche devient un presse-papier hors de prix, les personnes capables de prendre un cap fiable à la boussole et de le suivre sur un terrain accidenté possèdent une capacité que la plupart de leurs voisins n'ont tout simplement pas. Les voyageurs pionniers traversant des contrées inconnues utilisaient le soleil, les étoiles et, finalement, la boussole magnétique avec une compétence née de la nécessité. Ils savaient que l'étoile polaire se situe directement au-dessus du pôle céleste et peut être trouvée en traçant une ligne à travers les 2 étoiles extérieures de la casserole de la Grande Ourse. Ils savaient que le soleil se lève légèrement au nord de l'est en été et légèrement au sud en hiver. Ils utilisaient des points de repère, des lignes de crête, des écoulements de ruisseaux et la direction des ombres pour maintenir leur orientation pendant des jours de voyage. L'habitude consiste à naviguer quelque part chaque semaine sans l'aide de votre téléphone. Utilisez une carte en papier et une boussole. Sachez comment définir un cap et le suivre. Sachez comment trianguler votre position à partir de 2 points de repère connus. Il s'agit d'une pratique physique reproductible qui ne devient fiable que par la répétition. Top 13. Identifiez au moins 20 plantes sauvages comestibles de votre région. Au printemps 1847, les groupes d'immigrants traversant la Sierra Nevada ont survécu ou sont morts de faim, en partie selon qui parmi eux savait ce que la terre pouvait offrir. Ceux qui savaient chercher le cambium de pin, l'écorce interne tendre juste sous la couche externe, le pollen de massette et les graines riches en protéines des herbes indigènes ont survécu à ceux qui attendaient les secours sans rien faire. Les familles de pionniers, qui se sont installées aux côtés des communautés autochtones, ont vite appris que la terre n'était pas vide de nourriture. Elle en était pleine. Les feuilles de pissenlit, le cresson, l'ail sauvage, l'oxalide, le chénopode blanc, le pourpier, les baies de sureau, les prunes sauvages, les noix de carrier, les noix noires et les pousses de massette
étaient à la disposition de quiconque avait les yeux exercés pour les trouver. L'habitude consiste à apprendre à reconnaître vos plantes comestibles locales dès maintenant, avant que le désespoir ne rende les erreurs d'identification dangereuses. Faites une promenade de cueillette avec un guide qualifié ou achetez un guide de terrain régional et utilisez-le. Apprenez à reconnaître les plantes de votre comté qui sont à la fois comestibles et abondantes. 20 espèces est un objectif réaliste pour une saison d'attention et c'est suffisant pour empêcher une personne de mourir de faim dans presque n'importe quel paysage américain. Top 12. Aiguiser et entretenir tous vos outils tranchants. Une lame émoussée est plus dangereuse qu'une lame bien aiguisée. Elle nécessite plus de force, glisse plus facilement et déchire plus qu'elle ne coupe. Ce qui, dans un monde sans clinique de soins d'urgence, est un problème sérieux. Les foyers de pionniers aiguisaient leurs couteaux, haches, hachettes, planes et ciseaux à bois avec la même attention routinière qu'ils accordaient à l'alimentation du bétail. Un bord tranchant n'était pas un luxe, c'était une norme de sécurité et un multiplicateur de productivité. Les outils d'aiguisage ne nécessitent presque aucune infrastructure, une pierre à aiguiser, un cuir d'affûtage et la connaissance de l'angle correct pour chaque type de lame sont tout ce dont vous avez besoin. Un couteau de cuisine est aiguisé à environ 15 degrés de chaque côté. Une hache est aiguisée avec un biseau plus convexe qui supporte les chocs sans s'ébrécher. Une plane utilisée pour façonner le bois nécessite une approche différente. L'habitude consiste à apprendre l'angle d'aiguisage correct pour chaque outil tranchant de votre maison et à entretenir ces tranchants de manière régulière. Des outils bien aiguisés rendent toutes les autres compétences de pionniers de cette liste beaucoup plus faciles à réaliser. Top 11. Coudre, raccommoder et fabriquer des vêtements. À partir de matières premières. Dans un scénario d'effondrement, la dégradation des vêtements est l'une des premières crises pratiques que les gens n'anticipent pas. Les chaussures s'usent, le jean se déchire et la laine s'effiloche. Sans la capacité de raccommoder, de rapiécer, de ressemeler et, à terme, de fabriquer des articles textiles de base, un groupe de survivants s'expose à des problèmes liés aux intempéries en l'espace de quelques mois. Les femmes pionnières pouvaient tailler une chemise dans une pièce de tissu entière, retourner un col lorsqu'il était usé d'un côté, raccommoder une déchirure avec un point avant invisible à 1 mètre de distance et ressemeler une botte avec du cuir de récupération. Il ne s'agissait pas de compétences décoratives. C'était l'entretien de l'infrastructure du système de protection du corps humain contre le froid, l'humidité et l'abrasion. La version minimale viable de cette habitude est d'apprendre à raccommoder efficacement. Un bon point avant, un point d'arrêt pour le renforcement, et la capacité de rapiécer du jean avec du jean. Au-delà de cela, apprendre à tricoter ou à crocheter vous donne la capacité de produire des vêtements chauds à partir de laine brute ou de fibres récupérées. Le filage à la main et le tissage de base vous ramènent jusqu'à la production de textiles à partir de l'animal ou de la plante. Chaque niveau de cette compétence représente une année supplémentaire de sécurité thermique que votre groupe possède et que les autres n'ont pas. Top 10. Fabriquer des médicaments efficaces à partir des plantes disponibles. L'écorce de saule contient de la salicine, que le corps convertit en acide salicylique, le composé actif de l'aspirine. Les familles de pionniers qui savaient infuser l'écorce de saule en tisane disposaient d'un véritable analgésique et antipyrétique disponible sur n'importe quelle berge de rivière. L'achillée millefeuille, qui pousse comme une mauvaise herbe au bord des routes dans la majeure partie de l'Amérique du Nord, arrête les saignements lorsqu'elle est appliquée directement dans une plaie avec une pression. Elle a été utilisée comme agent hémostatique de terrain depuis l'Antiquité jusqu'à la guerre de Sécession. Les baies de sureau ont démontré des propriétés antivirales lors d'études contrôlées. Le plantain,
Cette mauvaise herbe de pelouse que presque tout le monde a arrachée et jetée extrait les échardes et réduit l'inflammation lorsqu'il est mâché et appliqué en cataplasme. Il ne s'agit pas de pensée magique. C'est la connaissance pharmacologique accumulée par des personnes qui vivaient avant l'existence des sociétés pharmaceutiques et qui avaient besoin de résultats réels à partir des matériaux disponibles. Les familles de pionniers portaient ce savoir de la même manière que les gens modernes portent une carte d'assurance maladie. L'habitude consiste à apprendre les plantes médicinales de votre région avec la même rigueur que vous apportez à l'identification des plantes comestibles. Comprenez les méthodes de préparation, quelles plantes nécessitent de la chaleur pour activer leurs composés et lesquelles exigent un dosage précis pour éviter toute toxicité. Top 9. Conservez les graines de chaque récolte réussie. Le sachet de graines que vous achetez dans une jardinerie est souvent une variété hybride, ce qui signifie que les graines qu'il produit à la première génération ne pousseront pas de manière fidèle l'année suivante. Les fermiers pionniers comprenaient cela sans en connaître les mécanismes génétiques sous-jacents. Ils conservaient les graines de leurs meilleurs spécimens. Les plus grosses tomates, les épis de maïs les plus productifs et les haricots qui germaient le plus vite. Ils séchaient ces graines avec soin, les stockaient dans du papier ou du tissu sec et les étiquetaient pendant l'hiver pour les semis du printemps suivant. Cette habitude crée un avantage cumulatif. La première année, vous cultivez des graines sélectionnées par une entreprise commerciale pour des caractéristiques qui peuvent ne pas correspondre à votre climat. À la 5e année, vous disposez d'une variété adaptée localement qui surpassera les graines commerciales dans vos conditions spécifiques. Dans un scénario d'effondrement, les graines sont à la fois une monnaie d'échange, des médicaments et une assurance. Une famille qui détient des graines diversifiées, à pollinisation libre et adaptée localement, possède quelque chose d'irremplaçable et pour lequel d'autres seront prêts à négocier. Top 8. Assainissement de terrain et gestion des déchets. Les défaillances sanitaires tuent plus vite que presque n'importe quel autre scénario d'effondrement et avec beaucoup moins de drames que les gens ne l'imaginent. Il s'agit de maladies d'origine hydrique dues à la contamination fécale des réserves d'eau, qui se propagent par le contact des mains, les surfaces de cuisson et l'eau partagée. Les colonies de pionniers qui ont survécu à leurs premiers hivers l'avaient compris. Une latrine de terrain appropriée est placée en aval et sous le vent des sources d'eau et des zones de couchage. Elle a une profondeur minimale de 45 cm, 18 pouces, avec un couvercle ou de la terre déplacée à proximité pour être utilisée après chaque visite. Elle est déplacée avant d'atteindre 15 cm, 6 pouces, de la surface. Le lavage des mains, même avec seulement de l'eau et de la friction, réduit considérablement la transmission. L'habitude ici est de savoir où vous installeriez un système d'assainissement si la plomberie de votre maison tombait en panne ce soir. Connaissez les exigences de distance et de profondeur. Ce n'est pas un sujet agréable. C'est exactement pourquoi la plupart des gens n'y ont pas pensé. Et c'est exactement pourquoi cela donne un avantage si important à ceux qui y ont réfléchi. Top 7. Comprendre comment lire le comportement des animaux pour la météo et le danger. Le bétail qui se couche le matin avant la pluie, les oiseaux qui se taisent avant le passage d'un prédateur, et les écureuils qui amassent 3 fois leur volume normal début octobre pour signaler un hiver rigoureux. Les fermiers et les chasseurs pionniers lisaient le comportement animal de la même manière que les gens modernes lisent des tableaux de bord de données. Les animaux détectent les infrasons, les changements de pression barométrique, les fluctuations du champ magnétique et les signaux chimiques avec des sensibilités que les humains ne possèdent tout simplement pas. Quand les oiseaux se taisent, quelque chose de grand ou de menaçant est proche. Quand les insectes disparaissent avant une tempête, la chute de pression arrive plus vite que ne le suggère n'importe quel nuage visible. Dans un scénario d'effondrement,
Il s'agit d'un système d'alerte précoce et gratuit, à la disposition de quiconque est prêt à y prêter attention. Au-delà de la météo et du danger, les chasseurs pionniers savaient que le comportement animal indique l'eau disponible, la présence d'autres sources de nourriture et les limites territoriales. L'habitude consiste à commencer à observer le comportement animal avec une attention consciente et à commencer à noter quels comportements précèdent quels événements. En l'espace d'un an, les schémas deviennent lisibles. Top 6. La fabrication de savon. À partir de cendres et de graisse animale. La cendre de bois est alcaline et la graisse animale est un triglycéride. Lorsque vous faites filtrer de l'eau à travers des cendres de bois, vous obtenez une solution d'hydroxyde de potassium faible appelée lessive de cendre. Combinez cette lessive avec de la graisse animale fondue et faites cuire le mélange pendant des heures, et les molécules de graisse se saponifient. Vous obtenez un véritable savon fonctionnel et antibactérien que les pionniers fabriquaient à partir de rien d'autre que du feu, du bois, de l'eau et de la graisse fondue, qu'ils stockaient déjà. Les femmes pionnières gardaient un tonneau à l'extérieur pour récolter les cendres toute l'année, en extrayaient la lessive chaque printemps et combinaient cette lessive avec les restes de graisse accumulés l'année précédente pour produire la réserve de savon du foyer pour les 12 mois suivants. La production de savon dans un scénario d'effondrement n'est pas un luxe. C'est l'infrastructure d'hygiène qui sépare un groupe fonctionnel d'une épidémie. Le soin des plaies, l'hygiène lors de la préparation des repas et la réduction de la transmission des maladies en dépendent tous. Le pionnier qui savait fabriquer du savon pouvait l'échanger. L'habitude à prendre dès maintenant est de fabriquer au moins un lot de A à Z, avant d'avoir besoin de cette compétence pour maintenir des gens en vie. Top 5. Savoir construire un abri. À partir des matériaux disponibles en moins de 4 heures. Les pionniers qui ont survécu à leur première nuit dans des conditions véritablement hostiles étaient ceux qui savaient lire le paysage pour y trouver des avantages d'abri naturel et qui pouvaient améliorer ces avantages rapidement. Une berge profondément creusée avec un surplomb, un tronc d'arbre tombé pouvant ancrer un côté d'un appentis, ou un bosquet dense de jeunes sapins dont les branches inférieures se chevauchaient suffisamment pour repousser la pluie, étaient tous des foyers potentiels. Un appentis fonctionnel peut être construit avec rien d'autre qu'une poutre faîtière attachée entre deux arbres, des poteaux de soutien inclinés et un chaume superposé de grandes feuilles, de plaques d'écorce ou de branches de pin suffisamment épais pour repousser l'eau. Le mot clé est épais. La plupart des gens qui construisent un abri d'urgence pour la première fois utilisent un quart de la densité de chaume requise pour repousser réellement la pluie. Il faut 8 à 12 pouces, 20 à 30 cm de matière organique superposée avant que l'eau ne cesse de pénétrer. L'habitude à prendre est de pratiquer cette compétence dans des boisés jusqu'à ce que vous puissiez le faire avec confiance, car la charge cognitive liée à l'apprentissage en situation d'urgence est énorme. Top 4. Conserver et utiliser chaque partie de chaque animal. Les pionniers qui survivaient grâce à la chasse et à l'élevage ne pouvaient pas se permettre de gaspiller. Un cerf fournissait de la viande, évidemment, mais il fournissait aussi de la peau pour les mocassins et les vêtements, des tendons pour le fil et les cordes d'arc, des os pour les aiguilles et les manches d'outils, de la moelle pour une graisse riche en calories, de la cervelle pour le tannage des peaux, des bois pour les manches de couteaux, et de la graisse fondue pour le combustible des lampes. Un seul animal, entièrement transformé, constituait une chaîne d'approvisionnement. Les chasseurs modernes qui vident l'animal sur place et ne ramènent que les filets laissent derrière eux un pourcentage énorme de ressources nutritionnelles et matérielles. L'habitude de l'utilisation complète exige de connaître les techniques impliquées. Le tannage des peaux avec de la cervelle ou des tanins d'écorce, l'extraction de la moelle en brisant et en faisant bouillir les os,
et la préparation de bouillons d'os à partir des restes squelettiques. Dans un scénario d'effondrement, une famille qui sait comment utiliser pleinement un seul grand animal obtient de la nourriture, des matériaux pour les vêtements, des cordages et des composants d'outils à partir d'une seule chasse réussie. C'est une position qualitativement différente de celle d'une famille qui prend les steaks et s'en va. Top 3. Échanger des compétences et des biens, plutôt que seulement de l'argent. Les communautés de pionniers fonctionnaient sur des économies de troc, avec une comptabilité non écrite sophistiquée. Le forgeron ferrait les chevaux du fermier en échange d'une partie de la récolte de céréales. La femme qui élevait des abeilles échangeait du miel contre de la laine avec la femme qui élevait des moutons. Ce n'était ni informel ni occasionnel. C'était un système économique profondément fonctionnel qui reposait sur la réputation, les relations et la valeur authentique de compétences irremplaçables. Une personne capable de réduire une fracture, de ferrer un cheval ou de construire une cheminée avec un bon tirage était riche dans la seule monnaie qui comptait lorsque l'argent métallique devenait inutile. L'habitude à prendre dès maintenant est de développer une compétence qui produit une véritable valeur pratique pour les autres et de commencer à fonctionner dans des relations de troc informelles avant d'en avoir besoin. Les réseaux de troc qui se forment après un effondrement entre inconnus partent de zéro, sans aucune confiance établie. Les relations de troc qui existaient avant un effondrement avec des voisins ont déjà l'infrastructure de confiance en place. Top 2. Tenir un inventaire précis et le faire tourner systématiquement. Les foyers de pionniers suivaient leurs provisions avec un niveau de précision que les gens modernes n'appliquent généralement qu'aux comptes financiers. L'inventaire de la cave à légumes en novembre indiquait à une famille de fermiers s'ils avaient suffisamment de calories pour atteindre la récolte suivante. Si la réponse était non, des ajustements étaient effectués immédiatement, réduction des portions, intensification de la chasse ou décisions difficiles concernant le bétail. L'habitude est simple et prend 20 minutes par semaine. Sachez ce que vous avez, en quelle quantité, à quelle vitesse vous le consommez et quelle est sa date de péremption. Faites tourner les nouveaux achats derrière les anciens stocks afin que ce que vous prenez en premier soit toujours ce qui est le plus proche de la péremption. C'est ce qu'on appelle le PEPS. Première entrée, premier sortie. Dans un scénario d'effondrement, la famille qui sait précisément combien de calories de nourriture, combien de litres d'eau et combien d'allumettes elle possède au premier jour, se trouve dans une position catégoriquement différente de la famille qui devine. Les devinettes conduisent soit à une panique prématurée, soit à une fausse confiance, et les deux produisent de mauvaises décisions. Top 1. Bâtir une véritable communauté avant d'en avoir besoin. Chaque colonie de pionniers ayant survécu possédait quelque chose que les bunkers familiaux individuels n'avaient pas, d'autres personnes avec des compétences différentes, des bases de connaissances différentes, et la confiance sociale qui découle du travail partagé. L'habitude unique qui prédit le mieux la survie dans tout scénario de véritable effondrement social n'est pas une réserve de provisions ou une cache d'armes, c'est la profondeur et la fonctionnalité de vos relations avec les personnes qui vous entourent. Les communautés de pionniers ont bâti la civilisation américaine collectivement. La construction collective de granges n'était pas de la charité, c'était une assurance mutuelle. Une véritable communauté nécessite un investissement avant même que l'on en ait besoin. Elle exige d'être présent pour ses voisins lorsque cela vous coûte quelque chose. Tissez le tissu social d'obligations réciproques qui rend l'action collective possible lorsque l'action individuelle est insuffisante. Une seule famille, aussi compétente soit-elle, ne peut pas surveiller dans toutes les directions ni assumer tout le travail nécessaire à la survie. Connaissez vos voisins, connaissez leurs compétences, et bâtissez ces relations maintenant, en temps normal, afin que lorsque des temps extraordinaires arriveront, vous ne soyez pas un étranger pour les personnes dont la coopération déterminera votre survie. Ces 20 habitudes
n'étaient pas des protocoles d'urgence pour les pionniers. C'était un mardi comme les autres. Elles constituaient la texture ordinaire de la vie quotidienne dans un monde sans système de secours. Nous en avons perdu la majeure partie au cours de 3 générations d'abondance d'infrastructures, et cette perte a été si progressive que la plupart des gens n'ont même pas remarqué que quelque chose avait disparu. Maintenant, vous savez ce qui manque. La question est de savoir ce que vous allez faire de ce savoir. Choisissez une habitude de cette liste et mettez-la en pratique cette semaine. L'approche des pionniers face à un défi écrasant n'a jamais été de paniquer devant l'ampleur du problème. C'était de faire la prochaine chose, juste avec ce qu'ils avaient, là où ils se trouvaient. Cela a suffi pour bâtir un continent, et cela suffira pour tout ce qui viendra ensuite. Si ces secrets de pionniers ont changé votre façon de voir le monde moderne, merci de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire et les habitudes qu'ils ont essayé d'enfouir. En apprenant du passé, nous plantons les graines d'un avenir plus résilient. Notre prochaine exploration approfondie des trésors perdus de la survie humaine sera bientôt disponible. Ne restez pas à la traîne.